Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérôme Legavre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la commission Affaires culturelles et éducation, ancien professeur de lettres au lycée. Jean Monnet, je crois. C'est ça. Crépy-en-Valois, sud de l'Oise. Voilà. Et puis Jean-Rémy Girard, un fidèle de l'émission, président du SNALC. Merci beaucoup d'être là, Jean-Rémy. Merci. Toujours un bonheur de vous avoir. Alors ça y est, la menace. Si t'es pas sage, tu pars en pension, ça revient. J'ai l'impression que c'est une petite ritournelle. Un côté ça marche plus, ça devient la mode, puis ça l'est plus. Qu'est-ce qu'on en pense, Jérôme? Le discours systématiquement culpabilisateur de ce gouvernement, très franchement, moi, m'insupporte. Je vais être clair tout de suite. Pour un député LFI, ça ne m'étonne pas tant que ça. Oui, ça n'est pas surprenant. Je ne m'attendais pas à votre discours. Non, mais je me rappelle en particulier la formule utilisée par Gabriel Attal le jour de son discours de politique générale. Tu casses, tu répares. Bon, on vient de prendre aujourd'hui connaissance du nombre de postes qui vont être supprimés, notamment dans l'éducation nationale, mais il n'y a pas que l'éducation nationale qui ramasse, si je puis dire, puisque beaucoup de budgets ramassent en application des 10 milliards qui sont supprimés dans les budgets. Ouais. Ça avait été annoncé par Bruno Le Maire. Là, ça se met en œuvre, ça se met en application. Bon, ben écoutez, c'est eux qui cassent. C'est eux qui cassent, en réalité. 692 millions annulés. Une petite réaction, Jérémy Girard, parce qu'évidemment, ça va coûter de l'argent, cette fameuse pension, même si elle devient gratuite, elle n'est pas gratuite pour le gouvernement. Ah non, de toute façon, les internats, à un moment, il y a quelqu'un qui paye. Et puis, généralement, plusieurs personnes. Il y a les collectivités, pour la structure, les bâtiments, il faut des personnels à mettre dedans. Donc, effectivement, la politique des internats, qui peut être tout à fait intéressante, ça a des intérêts réels, l'internat. Néanmoins, c'est quand même, effectivement, très coûteux. Ces 692 millions, c'est absolument catastrophique. On était là, on devait supprimer des postes, finalement on n'en supprimait presque plus, et puis d'un seul coup on en resupprime. Et là on est sur beaucoup de, en fait, des moyens qui servent à payer en fin d'année, qui servent à trouver des remplaçants de dernière minute, entre guillemets, ou des accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est-à-dire que ces suppressions, ça risque de donner des inclusions scolaires qui ne vont pas pouvoir être suivis d'effet, par exemple. Mais quel est l'argument de la ministre de l'Éducation et du Premier ministre pour ces 692 millions annulés, même si le sujet d'aujourd'hui, vraiment, ce sont les internats et le retour de l'autorité. Mais j'aimerais comprendre pourquoi autant de millions annulés, enfin supprimés donc en budget, alors qu'effectivement, il manque des professeurs encore, on a une vraie crise de la profession d'enseignant et fatalement un déficit financier. Je ne crois pas qu'il y ait d'argument. Il y a un problème surtout, c'est-à-dire qu'ils sont plantés sur les chiffres de la croissance et donc le budget est faux. À partir du moment où le budget est faux, ils sont forcément obligés de trouver des coupes budgétaires à faire. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, enfin c'est le premier employeur de France aussi, c'est près de 13 millions d'élèves qu'on a à gérer. Et à un moment, ils en ont pris un petit peu partout et quand même pas mal, effectivement, dans l'éducation nationale, ce qui est un vrai souci, puisque on est quand même un ministère en crise, tous les voyants sont au rouge, le bien-être au travail, les recrutements, ça marche quand même pas très bien aujourd'hui, le système éducation nationale, et effectivement, là, on risque de se retrouver. On ne va pas le voir là tout de suite, parce que ce n'est pas les postes au sens les collègues qui sont censés arriver sur des postes à la rentrée, mais ça risque de se voir sur des contractuels qui ne seront pas payés en novembre ou en décembre, par exemple, ou des personnes qu'on n'arrivera plus à trouver en fin d'année pour faire des remplacements. On a 60% des gamins, je cite, qu'on a retrouvés dans les émeutes qui sont élevés par une femme seule. Comment va-t-on appréhender la situation d'un gamin qui traîne dans la rue à 2h du matin à 13 ans si sa maman est solo, dépassée et fait le ménage la nuit dans les bureaux, s'interrogeait Éric Dupond-Moretti. Est-ce que cela suffit à légitimer ce retour finalement à l'autorité que l'on ressent aujourd'hui ? Alors déjà, je ne sais pas si c'est un retour à l'autorité. C'est les arguments, enfin ce que vous venez de citer, en l'occurrence le garde des Sceaux, ce qu'a dit le garde des Sceaux, c'est une justification de toujours plus de mesures répressives. Moi, je suis élu dans une circonscription où le cas qu'il évoque, c'est le cas de milliers et de milliers de femmes et d'hommes. Il y avait un reportage, un très bon article qui a été publié dans la presse il y a quelques jours et qui
évoquait la situation de cette femme qui quitte son domicile le matin à 4h30 du matin et qui rentre chez elle après avoir la plupart du temps d'ailleurs galéré dans les transports, parce que les transports parisiens c'est juste l'horreur, et qui rentrait chez elle à 21h30 me semble-t-il, après une journée harassante. Bon, plus qu'harassante. Et j'insiste, à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Livry-Gargan, là où je suis élu, elles sont des milliers dans cette situation. Donc évidemment, pour les gamins, comment voulez-vous qu'elles s'occupent réellement de leurs gamins ou dans de bonnes conditions, quand en plus s'ajoute à ces conditions de travail et de vie que je viens d'évoquer, une précarité, une situation de pauvreté. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. C'est le bilan de ce gouvernement, hein. C'est le bilan d'Emmanuel Macron. Que d'Emmanuel Macron ou aussi des présidents Alors, ils ont tous mis la main à la pâte. Ils ont tous mis la main à la pâte. Tous les gouvernements précédents ont mené des politiques... Tout le monde est à jeter, selon vous ? Oui. Oui, alors sans ambiguïté aucune. Vous pouvez remonter des décennies en arrière, et pour ne remonter que à l'époque de Nicolas Sarkozy, les politiques menées par Nicolas Sarkozy en matière sociale étaient une catastrophe. Elles ont été poursuivies par le gouvernement Hollande. Elles sont aujourd'hui poursuivies et amplifiées par Emmanuel Macron, qui, rappelons-le quand même, était conseiller de Hollande. Bon, donc il y a une continuité. Il y a une continuité et elle conduit au désastre. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron, en 2017, avait fait campagne sur la question de la réduction de la pauvreté. Il avait dit qu'il ne tolérait pas de voir un tel nombre de sans domicile fixe dans les rues, et notamment dans les rues de Paris. Le nombre de sans domicile fixe a augmenté, le nombre de pauvres a augmenté, et encore une fois, c'est son bilan, c'est le résultat de sa politique. Donc, moi, vous savez, par principe et par conviction, je considère que sur ces questions, les questions dont on est en train de discuter, le point de départ, c'est d'éradiquer la pauvreté et d'éradiquer la misère. Ce gouvernement fait l'inverse. Revenons sur la question effectivement de l'internat, qui est en fait une proposition nouvelle effectivement du gouvernement et du ministère de l'Éducation en particulier, c'est la gratuité de l'internat. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous ? Alors, l'internat, c'est quelque chose qui peut avoir un réel intérêt, une fois encore, mais il faut qu'il y ait j'allais presque dire, faut qu'il y ait un projet derrière, c'est-à-dire faut savoir pourquoi on va dans un internat. Ça peut être, souvent c'est parce qu'on a des études qui sont loin, que ce qu'on veut faire est très très loin de son domicile. L'internat pour, entre guillemets, l'idée de l'internat pour élèves violents ou pour élèves à problème, là on est plus dans le domaine de l'utopie, entre guillemets, parce que on va pas enfin c'est déjà pas forcément l'idée du siècle de les regrouper tous dans un internat, et d'autre part c'est très très compliqué à mettre en place. Il faut quand même des accords, et les familles ne sont pas forcément volontaires pour que leurs enfants aillent dans un internat. Donc c'est pour ça, l'internat, ça se construit en fait avec la famille. Ça peut se construire avec des personnels dont on manque, qui sont les personnels des services sociaux. On est censé avoir des personnels de services sociaux au ministère, on en a très peu. Mais c'est une solution à proposer, c'est une solution qui coûte cher, on le redit. C'est pas vraiment une solution très nouvelle, je me souviens de l'Internet Sourdin, etc. Il y avait eu tout un battage médiatique là-dessus, ça commence à remonter. Mais c'est vraiment une solution qu'on redégaine assez régulièrement en disant on va faire des internats d'excellence, des internats de la réussite, des internats de ceci, des internats de cela. On se rend compte qu'on a du mal en fait à financer des places d'internat, et qu'on a parfois du mal à trouver les élèves pour aller sur les places à l'endroit où on les finance, parce qu'un internat, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de monde qui viennent au même endroit. Mais à la lueur de ce que j'ai cité dans les phrases effectivement, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vous pensez qu'en fait ces internats sont plutôt faits pour les élèves qui sont difficiles, les élèves qui sont soit en difficulté effectivement d'apprentissage, en difficulté aussi de comportement, finalement? C'est pour ça que c'est compliqué, parce que l'internat, c'est pas forcément synonyme de l'autorité. L'internat, c'est une modalité qui est généralement liée au fait qu'on est éloigné. La première idée de l'internat, c'est quand même que l'enfant est éloigné de sa famille, et que de ce fait, il ne peut pas rentrer chez lui tous les soirs, donc il reste la semaine. Ensuite, il y a ces idées, effectivement, on en avait parlé sur les élèves radicalisés, choses comme ça, d'essayer de trouver des structures, de fabriquer ça. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où on en est au ministère de l'Éducation nationale sur ce dossier. Sur ce sujet, d'ailleurs. Ça n'a pas spécialement on est en train d'enquêter. Mais oui, nous, au SNALC, en tous les cas, on est tout à fait favorable au développement de la politique des internats.
Mais à partir du moment où il y a une demande réelle, où il y a un projet éducatif qui va avec, parce qu'on a ouvert des places d'internat et on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour les occuper, parfois. Ça, c'est pas très, très intéressant. Même sentiment aussi de votre côté, il n'y a pas de projet éducatif pour ces internats ? Alors, je manque d'éléments précis concernant ces internats. J'ai plus le sentiment, moi, qu'on a affaire là, une fois de plus, à un effet d'annonce. Vous avez dit quelque chose qui me semble très important. Cette question des internats ne peut pas être déconnectée de la question du volontariat. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas contraindre une famille à placer son gamin en internat. Ça ne peut reposer que sur le volontariat. Mais il y a une chose sur laquelle je voulais insister et que vous avez abordé à juste titre. C'est le manque absolument alarmant et désastreux de personnels sociaux et de personnels médicaux dans l'éducation nationale. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai commencé à enseigner en 97, en septembre 97. Dans le lycée que vous avez cité, tout à fait, dans le lycée que vous avez cité tout à l'heure. Dans ce lycée, quand j'ai commencé à travailler, en 97 donc, il y avait très exactement 3 CPE, une infirmière à temps plein, une assistante sociale à temps plein. Et combien d'élèves par classe ? On était déjà blindé à 35. 35 ? Ah, c'était en lycée, c'était la règle, c'était 35 par classe. C'était beaucoup plus que maintenant, en fait. C'est toujours 35. Alors là, j'allais dire... La région parisienne, on est toujours sur 35. Bien sûr. Dans mon lycée, on est entre 34 et 35 par classe. J'allais dire rassurez-vous. Non, justement, ça n'est pas rassurant. Mais on est à 35 et on est parfois plus. Moi, mes anciens collègues me disent, dans telle classe de seconde, on est à 36, 37, etc. etc. Donc, je l'ai dit, infirmière scolaire, assistante sociale et psychologue scolaire à temps plein dans cet établissement. Ce nombre de personnels qualifiés qui suivaient les jeunes, qui pouvaient identifier en lien avec les profs, en lien avec l'équipe de direction, les enfants, les jeunes qui étaient confrontés à des difficultés qui pouvaient parfois les conduire à des comportements dangereux pour eux-mêmes ou pour d'autres, eh bien, ils étaient suivis individuellement. Aujourd'hui, la moitié de ces personnels a été supprimée. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus en poste dans l'établissement. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer davantage. Quand vous supprimez des postes de personnel qualifiés comme les postes dont je parle là, vous ne faites pas ça sans casser des œufs et sans que ça ait des conséquences dramatiques. D'autant que si on réouvre ou ouvre des nouveaux internats, où va-t-on trouver ces fameux enseignants qui voudront travailler en internat, dans la mesure où déjà on n'arrive pas à trouver les enseignants qui veulent travailler dans les établissements publics ou privés, en tout cas publics sûrs? Les internats, c'est plutôt le côté, entre guillemets, hébergement, pour aller vite. C'est-à-dire que l'enseignement, que l'établissement est un internat ou pas, se fait de la même manière. Ce qu'il faut trouver, c'est plutôt les assistants d'éducation, c'est plutôt les surveillants, puisque c'est eux qui doivent surveiller l'internat. Et là, d'ailleurs, avec les économies qu'on est en train de faire à cause des mauvais 692 chiffres de la millions croissance, d'euros. ça va concerner les assistants d'éducation, ça va concerner aussi les assistants d'éducation. Donc, l'intérêt que peut avoir l'internat, et c'est pour ça que c'est pas forcément très clair ce que dit Éric Dupond-Moretti, l'intérêt éducatif ou l'intérêt pédagogique de l'internat, c'est avant tout pour des formations rares ou éloignées. C'est-à-dire, je pense essentiellement des formations de la voie professionnelle, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des formations de la voie professionnelle qui ne sont pas à côté de chez vous, qui ne sont pas dans votre département, qui ne sont parfois même pas dans votre région. Et là, avoir un internat à côté ou dans le cadre d'un lycée professionnel qui propose une formation assez spécifique, ça c'est une vraie plus-value parce que ça permet de recruter ailleurs que dans son petit bassin géographique. Et ça permet plus de mobilité d'élèves parce que les élèves des lycées professionnels, ils ont tendance à pas être très mobiles, ils ont tendance à aller à la formation à côté de chez eux et finalement à se déterminer sur leur métier de demain par rapport à l'offre qui est autour d'eux plutôt que par rapport à ce qu'ils voudraient faire ou à ce qu'ils pourraient réellement faire. Là, l'internat, ça a une plus-value éducative très importante. Mais on est d'accord que là, la proposition de Gabriel Attal, elle est vraiment sur la notion plus de sévérité ou en tout cas d'austérité envers la jeunesse que davantage sur le côté c'est pas austère les internats. Enfin, une fois encore, c'est pas du tout quelque chose d'austère les internats. Oui, généralement les élèves sont c'est vrai, vous avez raison, c'est une vision que j'en ai. Vous avez raison, c'est complètement personnel. En tout cas, un regain peut-être d'austérité justement, mais peut-être de sévérité. C'est ma question. Est-ce que c'est ça
vers vers lequel on va finalement avec l'ouverture des internats, ou est-ce qu'on est plus, comme vous le dites, pour la proposition, l'offre d'apprentissage qui est faite, moi j'ai le sentiment en tout cas, pour tous les mots, le réarmement civique et autres qui ont été sortis récemment, qu'on est plus vers la sévérité, on est d'accord. Les termes qui sont employés vont dans ce sens. Ouais. Ils vont dans le sens d'une politique punitive et répressive. Les assistants d'éducation, moins 692 millions dans le budget. Ça va se traduire par moins 5500 postes à la rentrée prochaine d'AED et d'AESH, alors qu'on en manque déjà cruellement. Ça, alors que les AESH, pourtant il y a une annonce qui a été faite où au contraire on tenait à recruter les AESH, parce qu'il en manquait terriblement. Oui, mais il n'y en a plus que 130 000, faut encore qu'il y ait des personnes qui veuillent venir. Absolument. Parce que le métier est tellement catastrophique, il est payé, on rappelle, les AESH sont payés en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Donc effectivement, on peut toujours dire qu'on va en recruter, puis accessoirement on veut en recruter, non pas pour améliorer les choses, mais parce qu'il y a de plus en plus de notifications d'élèves en situation de handicap. Donc en fait, on veut juste recruter pour maintenir l'existant, et l'existant, il dysfonctionne déjà. Même l'existant, ça manquait terriblement, et on le savait déjà. Mais effectivement, je crois que déjà en nombre, ça ne suffisait pas, et le salaire a été réévalué, mais c'est rien. Dans mon propre lycée, dans ma propre classe, où un élève n'a pas suffisamment d'accompagnement. Donc, pardon, je vous ai coupé, mais vous le disiez, donc effectivement, 5500. 5500. Vous parliez à juste titre de l'enseignement professionnel en mettant en lien les internats qui peuvent exister dans certains lycées professionnels, et dans ce cas-là, effectivement, ils apportent un plus pour toutes les raisons que vous avez indiquées, mais il faut quand même ajouter une chose, c'est que l'enseignement professionnel aujourd'hui est en passe purement et simplement d'être détruit. La réforme de l'enseignement professionnel, qui d'ailleurs n'a jamais été discutée à l'Assemblée nationale, jamais été discutée dans l'hémicycle, cette réforme de l'enseignement professionnel est désastreuse, elle est destructrice pour ce qui est quand même une conquête démocratique majeure. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élèves avaient été soustraits à la tutelle des patrons pour pouvoir être formés dans des lycées professionnels. On est en train de supprimer ça. Je suis complètement d'accord, mais ça c'est l'objet d'une autre émission. Je sais. Et donc en fait, figurez-vous qu'on le traite tellement souvent que certains me le reprochent. Alors c'est tant mieux. Mais la prochaine fois, avec plaisir, vous viendrez aussi participer à ce débat. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce avec sujet. joie. Mais on va revenir et recentrer sur ce débat. Est-ce que vraiment on est davantage sur donc la répression, sur le côté où on essaye d'éloigner les jeunes de la dite délinquance, pour justement les amener, en l'occurrence, cette proposition-là, c'est-à-dire à savoir l'internat, éventuellement. Mais une fois encore, l'internat, ça restera une politique extrêmement, j'allais dire, minimaliste en termes de nombre. Parce que l'internat, comme je le disais, c'est extrêmement coûteux, ça demande des bâtiments. Ça, les bâtiments, c'est pas l'État, donc Éric Dupond-Moretti peut toujours dire des choses. C'est pas lui qui va les construire, les internats. Ce sont les régions. Non, mais entendu, il va pouvoir peut-être sanctionner. On va y venir, parce que qui dit autorité dit sanction. Pour nous, nous au SNAL, qui est une fois encore l'internat, ça peut être effectivement utile dans le développement d'élèves et qui finalement acquiert une certaine autonomie ou certaines habitudes, etc., change de cadre de vie, ça c'est pas forcément toujours inutile. Nous, on l'associe pas spécialement à la sévérité ou à l'autorité. L'internat aujourd'hui, c'est vraiment plus, avant tout, une solution pratique. C'est pas une solution qui est liée, pour nous, à la justice ou au ministère de la Justice. Là, si on est sur de questions justice, parce qu'Éric Dupond-Moretti, à ma connaissance, n'est pas ministre de l'Éducation nationale, du moins pas encore, ça va peut-être changer le mois prochain, on ne sait pas, ça change un peu tout le temps en ce moment, mais là, on est plutôt en train de parler de structures différentes, pas de structure éducation nationale. Dans l'éducation nationale, l'internat, ça a effectivement une utilité, mais je vois mal une décision de justice disant « et votre enfant va être mis dans un internat ». Parce qu'une fois encore, la question c'est déjà, il fait quelle formation, il s'inscrit dans quelle filière, etc. Et ensuite, est-ce qu'il y a... J'ai compris votre point de vue. On va revenir sur mon point de vue, parce que j'arriverai à avoir la réponse à ma question. Réinstaurer l'autorité en plein climat de défiance. On est en plein dedans, d'accord, pour à la fois les jeunes et les moins jeunes. Ce qui nous intéresse ici, chez School TV, évidemment, c'est tous les étudiants qui vont jusqu'au bac. Le rapport des jeunes à la police est de plus en plus compliqué. On le voit, les émeutes et la mort de jeune Naël, on l'appelle le jeune Naël, mais la mort de Naël a provoqué des émeutes très compliquées. Est-ce que c'est une réponse aussi à cela, quand on parle de réarmement civique? Cette défiance, comment on fait pour pouvoir réconcilier les jeunes justement avec l'autorité et en même temps leur proposer davantage de solutions très, j'allais dire violentes, non, mais enfin en tout cas... Oui.
Alors justement, je voulais en parler parce que j'ai sous les yeux la déclaration de la ministre, de la secrétaire d'État de la citoyenneté et de la ville. Oui. Elle fait référence à ce que vous évoquez. Les récentes violences urbaines de l'été 2023 ont souligné la nécessité impérieuse, etc. etc. Sabrina Agresti, c'est ça? C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut replacer la question des internats dont on discute là en ce moment dans un contexte plus large. Bon, alors, les violences urbaines, soyons clairs quand même, hein, elles ne sont pas tombées du ciel. Il faut quand même rappeler ce qui s'est produit fin juin 2023. Un jeune de 17 ans a été tué. Il a été tué par des policiers, il a été assassiné. Ça a provoqué une vague de révolte. Bien. Écoutez, moi, je suis élu, encore une fois, dans une circonscription où je crois qu'on peut dire que des Naël, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup trop. Je rappelle qu'à Montfermeil, en 2005, il y avait eu également un soulèvement suite à la mort tragique de 2 jeunes qui étaient poursuivis par des policiers, qui s'étaient réfugiés dans un transfo et qui y avaient laissé la vie. Et ils s'appelaient Zined et Bouna. Ces deux enfants, ces 2 jeunes, depuis, il y en a eu énormément. Il y en a eu beaucoup. Et énormément aussi de défiance vis-à-vis de la police. Mais vous le reconnaissez absolument. Aussi. Et vous savez, d'un côté comme de l'autre. Et je voudrais citer ici un exemple très concret qui renvoie justement à ce fameux quartier des Bosquets à Montfermeil, d'où étaient originaires les 2 jeunes qui sont morts en 2005. En quelques secondes, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a peu de temps. J'ai rencontré il y a peu de temps des policiers qui travaillent au CLJ de Montfermeil, le centre de loisirs et de jeunesse de Montfermeil, qui accueille des jeunes jusqu'à 13-14 ans à peu près, et qui les encadrent pour des activités sportives et culturelles. Ce CLJ n'a jamais été pris pour cible lors de ce qu'on appelle des émeutes, que moi j'appelle des révoltes, jamais été pris pour cible. Et malheureusement, cette expérience qui remonte aux années 90, en lien avec ce qu'on appelait à l'époque la police de proximité, eh bien aujourd'hui, elle fait figure de parent pauvre. En matière de politique de maintien de l'ordre, ce qui est privilégié, c'est l'aspect systématiquement répressif. Et ça fait énormément de dégâts. On conclut avec vous, Jean-Rémy Girard. Est-ce qu'on punit trop en France ou pas ? Non, on ne punit pas trop en France. Nous, ce qu'on peut signaler en tant que représentant des personnels au SNALC, c'est que oui, il y a un souci d'autorité. On a fait une enquête auprès des collègues qui reconnaissent que l'autorité des enseignants est très attaquée. Par exemple, le ministère lui-même a fait une enquête disant que la valorisation de nos métiers dans la société est vue de manière très basse par les collègues. C'est absolument catastrophique, l'enquête bien-être. Et on n'est absolument pas dans un système répressif aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on a effectivement des difficultés dans certains établissements, très clairement. Je ne pense pas que c'est une politique de l'internat qui les résoudra. Je ne pense pas que ce soit relié, en fait. Mais on a aussi, et ça c'est plus nouveau, beaucoup de difficultés avec certains parents, certaines familles, notamment à l'école primaire. La dernière enquête sur les incidents, on appelle ça les incidents, c'est très joli, c'est très poli, à l'école, montre qu'à l'école primaire, en fait, un enseignant a autant de chances d'avoir une violence physique ou verbale de la part de l'élève que de la part de sa famille. Donc, je ne crois pas que le problème aujourd'hui, ce soit le côté ultra répressif des personnels de l'éducation nationale. Le problème principal aujourd'hui, c'est que les conditions de travail font qu'on n'a plus envie de venir à l'école et plus envie de s'inscrire au concours. Continuez, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Continuez. Merci à vous deux. Il faudrait être plus payé aussi. Oui, ce serait pas mal. Ça c'est certain. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Jérôme Legavre, je rappelle que vous êtes député LFI NUPES de Seine-Saint-Denis, membre de la commission Affaires culturelles et éducation, ancien prof aussi de lettres.